Ecosyn propose aujourd'hui sa première émission mensuelle qui donnera la parole aux citoyens, acteurs engagés, universitaires et experts pour partager autour des enjeux environnementaux et sociaux auxquels nous faisons face. À travers des rencontres sur le terrain, des échanges éclairés, les gardiens du vivant, ou conversation, où on n'est pas encore sûr du titre de l'émission, vise à éveiller les consciences, à renforcer la mobilisation de la société civile et à défendre les droits de la nature. Cette plateforme se veut un espace de dialogue, un outil de veille citoyenne pour construire un avenir plus juste et inclusif. Donc le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau et nous enregistrons cette émission le 18 mars avec comme invité le docteur Sébastien Martial, qui est hydrogéologue. Merci Sébastien d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour cette première. Un plaisir d'être là pour la première et la naissance de cette chaîne qui, j'espère, apportera tout ce qu'elle doit apporter à notre pays. Merci. Avant d'aller plus loin, Sébastien, peux-tu peut-être te présenter et nous expliquer qu'est-ce qu'un hydrogéologue? Alors, donc je suis Sébastien Martial, donc novicien, et hydrogéologue. Alors, hydrogéologue, c'est celui qui étudie l'eau qui se trouve sous terre. Donc, ça a nécessité d'abord des études de géologie et comprendre comment notre sous-sol est formé. Et donc, ça a fait 4 ans d'études à Nice, en France. Et après la 4e année, je me suis spécialisé justement dans les thématiques liées à l'eau. Parce que déjà, avant les années 2000, ça va être la suite. Et je voyais déjà que l'eau serait un enjeu majeur pour les années à venir. Et qu'il y avait vraiment un intérêt à avoir une expertise à ce propos, en particulier à Maurice. Et à cette époque, se déroulait à Maurice la cartographie géologique de l'île qui a été effectuée par Loïc Georgi, un coopérant français. C'est la France qui a apporté cette aide pour développer la première carte géologique de Maurice et une carte hydrogéologique aussi. Et donc, j'étais très jeune à l'époque, mais j'ai eu l'occasion de suivre un petit peu les travaux qui avaient été faits à l'époque, qui ont fait que renforcer cet intérêt pour moi. Et c'est ainsi que j'ai fait un DEA en sciences de l'eau à Montpellier, qui s'est ensuite tourné vers un doctorat que j'ai pu effectuer à l'île de la Réunion. Et après mon doctorat, je suis rentré à Maurice. Malheureusement, il n'y avait pas de travail pour un hydrogéologue à l'île Maurice à cette époque-là. Du mal à vendre mon savoir, donc j'ai fait plusieurs métiers avant de pouvoir, en 2014, éventuellement, donc après 8 ans, dans le secteur du poisson, qui recrutait beaucoup à l'époque, etc. J'ai pu enfin exercer mon métier d'hydrogéologue. Ça fait un peu plus de 10 ans que je pratique cette profession au sein de Water Research Company, qui est la compagnie historique qui a effectué la plupart des forages à l'île Maurice. Donc, un hydrogéologue, il doit avant tout regarder dans l'eau, il faut comprendre comment se former nos terrains, quelles sont les différentes étapes de la formation de notre île, et pour ensuite, derrière, avoir la compréhension de comment est-ce que l'eau va circuler dans ce milieu, et en plus du fait même de comment est-ce que fonctionne un volcan, va être très hétérogène. Quand on regarde ceux qui ont eu l'occasion, la chance d'aller à La Réunion observer une éruption volcanique, peuvent voir qu'une coulée de lave se met en place, pas forcément sur des
des surfaces très grandes, où les laves peuvent avoir 100, 200 mètres de large, ou des choses comme ça. Et c'est cet empilement de coulées successives qui va constituer notre souterrain géologique, et de comprendre ces mises en place et la durée qui sépare deux coulées, elle va influer sur le degré d'altération de la coulée. Plus une coulée reste à l'air libre avec le vent, la pluie, etc., puis elle va avoir une tendance à se dégrader. Or, s'il y a une autre coulée qui se met en place juste après, derrière, dans un laps de temps très court, celle qui est en dessous va rester plus ou moins fraîche, plus ou moins préservée. Et toute cette hétérogénéité, c'est ce qui constitue un peu le puzzle que l'hydrogéologue doit, au fur et à mesure, comprendre pour arriver à avoir une connaissance approfondie de ce qu'il est en train de chercher, c'est-à-dire l'eau qu'on cherche à obtenir. Merci pour cette explication passionnante. Je vous permets peut-être juste de faire une petite mise en contexte par rapport à la situation du niveau de nos ressources en eau et en tuiles. On comprend qu'elle est dramatique. Nous attendons avec impatience des grosses pluies d'été, malgré le risque des inondations. Ça accompagne aussi souvent cette recharge de nos réservoirs, des inondations. Le ministre des Services publics, Patrick Kassiebaden, a alerté la population sur le risque que d'ici la fin d'avril, le taux de remplissage des réservoirs pourrait être si faible qu'il n'y aura plus d'eau dans le robinet. C'est une chose, je pense, qui inquiète et qui a fait le gouvernement prendre des mesures un peu pour diminuer le débit d'eau. En même temps, notre pays montre une très grande faiblesse par rapport à ces événements de forte pluie, capacité aujourd'hui que notre pays a à absorber l'eau. On comprend qu'elle est très réduite. De plus en plus, on a été victime, la population mauricienne a été victime d'épisodes d'inondation. Et on a aussi en tête, nous, avec le Sud, on a tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme par rapport à la nécessité de respecter les écosystèmes qui aident à la gestion de l'eau, qui aident à l'écoulement de l'eau. Je pense aux forêts, aux rivières, aux wetlands. Et ces écosystèmes, qu'on appelle environmentally sensitive areas, ont été énormément affectés par le développement, mais c'est souvent l'artificialisation des sols, le fait de transformer nos sols avec du béton, avec du coltan, impacte la capacité de l'eau à entrer dans le lac phréatique. C'est un terme qu'on va discuter avec toi pour mieux comprendre. Et peut-être même à rentrer dans les zones de captage, les réservoirs. Et à plusieurs endroits de notre île, aujourd'hui, ces écosystèmes sont toujours menacés. On comprend dernièrement sur la presse, on a vu que ce qu'on captait annuellement de la quantité de pluie qui tombe sur le pays, c'est que 9%. On comprend aussi qu'il y a beaucoup de fuites dans les réseaux. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de points qui seront abordés. Ouais. Je vais essayer peut-être d'attaquer la situation de crise à laquelle on fait face actuellement, et ensuite venir sur la relation avec les écosystèmes et l'environnement. Ça va venir un peu de source. Exactement. Donc avec toi, on va voir comment on peut réfléchir autour de cette gestion de l'eau et de cette gestion de l'eau pour que les Mauriciens puissent boire de l'eau, utiliser de l'eau dans leur activité, tout en respectant au maximum nos écosystèmes et la biodiversité. Alors, je vais dire une platitude pour commencer, mais on ne peut gérer bien que ce que l'on écrit, ce que l'on maîtrise. Là, je vais sortir un chiffre on consomme 9% de la pluie. On capte. Est-ce qu'on consomme 9%? Alors, on capte, on produit, on extrait 9%.
Je suis même pas convaincu que ce chiffre soit vrai, parce qu'on a des incertitudes pratiquement à tous les niveaux. Donc la première chose, c'est qu'est-ce qu'on mesure? Comment est-ce qu'on mesure la pluie? Quelles sont les données pluviométriques disponibles et comment est-ce qu'on spatialise une donnée de pluie? Quand j'ai un pluviomètre qui m'a donné temps à tel endroit, temps à tel endroit, temps à tel endroit, on va se dire que c'est la moyenne. Enfin, il y a des méthodes qui existent, mais est-ce que notre donnée pluie est correcte? Est-ce que la moyenne fait mieux? Et est-ce que toutes les pluies sont pareilles? Quand j'ai une pluie, on va dire, qui mouille la terre, une petite pluie qui farine et quel est son bénéfice sur les nappes? Quand j'ai une pluie qui dure 1 heure, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai une pluie qui fait des inondations, ça n'a pas la même réponse. Et notre capacité à caractériser la donnée entrante du système de la pluie est une première partie du problème. La deuxième partie du problème est de maîtriser les différents types de sols, les différents types de couverts, land use, asphalte, grandissant, des choses comme ça qui font que les capacités d'infiltration ne sont pas les mêmes partout et que c'est quelque chose qui est dynamique et évolutif dans le temps. Si je prends la situation à l'époque où Lloyd Georgi a fait ses études en 98, je peux vous garantir qu'en 2025, ce n'est pas pareil. Quand je regarde les statistiques proposées par Statistics Mauritius sur justement ce qu'on appelle le water budget, c'est-à-dire combien il pleut, combien va dans les rivières, combien va en souterrain, combien s'évapore, on reste sur des approximations plus que grossières. C'est ça, on va nous dire que on va supposer qu'il y a 10% qui s'achèvent. Moi, j'ai tendance à vous dire 10%, c'est peut-être là où ça s'infiltre le mieux pendant 10%, mais si on regarde la superficie de l'île de 1000 km², à combien de kilomètres carrés on peut appliquer ce facteur de 10%? Et ailleurs, est-ce que c'est pas 5? Est-ce qu'on a, en bon sens, en connaissance en tout cas, aucune étude qui permette justement de caractériser l'impact réel d'infiltration? On parlait d'évaporation, l'évaporation de l'eau, la pluie qui tombe, une bonne partie s'évapore immédiatement, 35%. Là aussi, c'était très suivi au niveau des établissements sucriers parce que c'était une donnée importante de l'irrigation. Donc, on avait des données à ce niveau-là. Maintenant, à l'époque, on n'avait pas encore la relation entre ce qu'on appelle l'intensité de la pluie et l'évaporation. Une grosse pluie qui dure 1 heure, il y aura forcément moins d'évaporation, parce que le temps sera plus poussière, parce qu'on a beaucoup plus d'eau, qu'une pluie fine, où peut-être 70-80% va s'évaporer. Donc, de venir caractériser bien les pluies et l'évaporation qui correspond, permet d'affiner la question. Et la résultante, ben, c'est l'eau qui ruisselle, qui ne s'infiltre pas et qui n'est pas perdue, qui rejoint un cours d'eau. Ben, ça aussi, c'est la balance de 1 moins les 2 autres. On obtient des rivières, de rivières. Les débits de rivière, ça se mesure. C'est des choses qu'avec les seuils déversoirs, combien sont opérationnels aujourd'hui, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque où il y avait des water rights, et que beaucoup d'établissements sucriers récupéraient d'eau essentiellement de la part de diverses formes de rivières. C'était assez bien suivi. Je suis pas sûr qu'on soit aussi précautionneux dans l'acquisition de données aujourd'hui, et on se base encore sur des données qui datent peut-être de 40 ans, 50 ans, pour appliquer des décisions aujourd'hui. Donc, c'est tout un ensemble de comprendre l'écosystème, comprendre le cycle de l'eau à Maurice. On est encore nettement déficient. Et je compare ça par rapport à d'autres modèles que je connais. J'ai fait mon doctorat à La Réunion. Je sais comment l'Office de l'eau travaille.
Et ce que j'ai envie de dire, c'est que l'Office de l'eau, vous allez sur le site internet, toutes les données sont publiques. À Maurice, ce que les autorités mesurent ne sont pas accessibles. Que ce soit la pluie, que ce soit les débits dans les cours d'eau, que ce soit les niveaux dans les nappes, ce n'est pas accessible au public. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça doit être gardé secret. Ça devrait être la base de travail de tout ingénieur qui est en train de travailler sur un projet pour savoir son risque d'inondation. S'il n'a aucune des données entrant à son modèle, il va le zéro piste. S'il faut pour un mois de pluie, pour plusieurs mètres, payer 30 000 € pour avoir un mois de données, mais aucun ingénieur va aller payer ça parce que ça va pas payer, son client va pas payer ça. Et c'est une donnée qui est pourtant produite par le public et qui est faite pour le public. Donc, pour moi, le premier challenge, c'est de rendre public les données disponibles et de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'au niveau de l'université de Maurice, justement, avec ces données, on peut développer un peu plus de connaissances et de compréhension qui aiderait certainement à avoir une meilleure gestion derrière. Enfin, moi, je suis étonné de ce que tu me racontes là. Je trouve incroyable qu'en 2025, alors qu'on parle des effets du changement climatique depuis très longtemps, ou que nous avons plein de temps, on comprend qu'il y aura des événements climatiques qui seront beaucoup plus violents, tant au niveau de la quantité de pluie qui peut nous tomber sur la tête, ou tant au niveau des épisodes de sécheresse, et que tu viens, toi, expert dans la matière, partager ta difficulté, au fait, de comprendre et d'avoir des données sur le cycle de l'eau. Je trouve ça incroyable. Et je trouve que c'est, à la limite, très symptomatique de ce qu'on vit dans plusieurs niveaux. À Maurice, dans plusieurs domaines, il semblerait que la connaissance qu'on a ou qui est partagée, elle est minime, elle est réduite, et du coup, effectivement, comment s'assurer qu'on prend des bonnes décisions? On a 1,3 million de personnes qui ont besoin d'eau à Maurice, plus on a à peu près 1 million de touristes par an, ça fait beaucoup de personnes qui doivent boire, se laver, se baigner. Et quelles est stratégiquement les informations qu'ont les autorités pour gérer ça? La question est posée, quoi. Et comment, à ce moment-là, comment on peut, nous, société civile, être moteur pour demander à ce que les informations soient partagées, les bonnes mesures soient prises, en partenariat avec l'Université de Maurice, comme je dis, je trouve que c'est crucial, qu'ils se mettent à réfléchir à ces questions-là et à publier des recherches, des informations dessus, quoi. Sébastien, je vais partir d'un truc très simple. Est-ce que la géologie fait partie du curriculum d'un enfant mauricien qui va à l'école? Est-ce qu'on lui apprend la géologie? Par ma connaissance, ou alors très peu. Donc déjà l'éveil même du problème au sein de la population, pour moi, devrait commencer à ce niveau-là. On fait de l'IVS, mais on pourrait quand même aller un petit peu plus loin. Je pense qu'il y aurait un intérêt des enfants à cela. Enfin, moi en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir un enseignant qui m'a ouvert à ça à l'époque où j'étais au collège. Mais c'est vraiment trop parcellaire, on ne peut pas être sur cette chance-là. La question de la disponibilité des données, écoute, moi, de par mon métier, nous suivons près d'une centaine de forages privés, des opérateurs, plein de clients à travers l'île. Donc j'ai ma propre base de données et ça me permet quand même d'avoir un regard sur qu'est-ce qui se passe, où on en est actuellement, est-ce que c'est la sécheresse, est-ce que c'est dramatique, où est-ce qu'on en est au niveau des forages, sur ce qui est des réservoirs, là ça ne me concerne pas trop, mais on a travaillé sur pas mal de régions pour essayer de voir si on construit un nouveau centre commercial, ou si on fait un projet de développement real estate, comment est-ce que le promoteur
il est intéressé lui aussi à s'assurer à ce que son projet soit viable. Je pense qu'il n'y a aucun acteur économique qui part en tête sur l'idée que de toutes les façons, la CWA subviendra à ses besoins. Il doit s'assurer pour la viabilité même de son projet. Et du coup, je pense que les opérateurs privés vont dans ce sens de quelque chose qu'ils souhaitent durable. Après, différents niveaux d'implication selon les projets, mais économiquement, ça ne sert pas à grand chose de faire un projet qui ne va durer que 10 ans. Donc, nous, en tout cas, ça permet de faire pas mal d'études et de gagner en compréhension. Est-ce que les autorités en font de même? Je ne sais pas, j'espère, je suppose, mais je pense qu'on aurait possibilité d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse qui est faite si on mettait en commun nos données, s'il y avait des partenariats un petit peu plus solides qui étaient développés dans ce sens-là. Et je ne parle pas que pour l'eau, je pense que ça c'est valide pour pratiquement toutes les sphères de connaissances, que ce soit au niveau de la biodiversité, que ce soit au niveau des zones humides. Tu parlais tout à l'heure de l'importance des wetlands. Je veux dire, il y a la partie faune-flore, la partie impact au niveau des risques d'inondation, l'impact au niveau de la ressource en eau aussi. C'est multisectoriel, mais plus on met des éléments communs, plus on arrivera à mieux comprendre et mieux on arrivera à gérer. Il n'y a pas de mystère à ce niveau-là. Alors, je vais revenir sur la situation de crise qu'on vit actuellement. Avec plaisir. La situation de crise, c'est que nos réservoirs de surface, donc Marovacois, Bagatelle, etc., soient à un niveau extrêmement bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, on va simplifier, pratiquement la moitié de l'eau qui est produite par la CWA provient soit des réservoirs, soit des rivières. Captage en rivière. L'autre moitié, pour faire simple, ça provient des forages. La différence entre un forage et une rivière ou une autre surface, c'est que ma goutte de pluie qui tombe, on va dire à queue-pipe, pour qu'elle arrive à flic en flac, elle va parcourir, si tout se passe bien, 10 à 50 mètres par jour, et ça c'est dans un sol qui est très très perméable. On va dire les plus perméables, il va faire 10 à 50 mètres par jour. Ça veut dire qu'il va arriver à flic en flac au bout d'un an. Mais la moyenne, c'est pas 10 à 50 mètres, c'est plutôt 1 à 10 mètres par jour. Et en gros, il va prendre 2 ans, voire peut-être même 3 ans pour arriver à la mer, le bout de sa course. Et son moteur, c'est la gravité. On est à un point haut à queue-pipe, la mer est un point bas, il va, par la force de la gravité, descendre doucement à travers le sol. Alors, ce qu'il faut perdre cette image qu'il y a des rivières souterraines, il n'y a pas de rivières souterraines à part, effectivement, les tunnels de lave peuvent agir comme des conduits exceptionnels, où là, c'est plus 10-50 mètres par jour, c'est beaucoup plus, mais c'est vraiment un cas particulier. L'essentiel de l'eau souterraine, elle traverse à travers les pores, à travers les vides qu'il y a dans le sol. Comment est-ce que l'eau s'infiltre dans le sol? C'est ça qu'on appelle un nappe phréatique. Alors, non, une question simple. L'eau, on verse de l'eau, on est en train d'arroser une plante, l'eau elle rentre. Ouais. Donc il y a de la place pour l'eau. Ouais. Et bien c'est pareil sous terre. Ouais. C'est le même principe, il y a de la place entre les particules de sol pour que l'eau circule. Mais tous les sols ne sont pas les mêmes. Un sol très argileux, ce qu'on appelle la terre glaise, ben, l'eau va avoir beaucoup plus de difficultés à circuler. Et là, on va passer à peut-être 10 cm par jour. Dans un sol un petit peu moins argileux, ça va aller un peu plus vite. Et donc, dépendant de où est-ce que passe mon eau, l'eau, de toutes les façons, elle va chercher le chemin le plus facile. Une grande paresseuse, l'eau, elle va toujours trouver le chemin le plus facile où elle a la meilleure perméabilité. Et c'est ainsi qu'on a des zones où se concentrent les eaux. Parce que il y a un chemin qui est une autoroute et il y a un petit chemin canne, elle va prendre l'autoroute. Et la tâche de l'hydrogéologue, c'est de repérer cette autoroute
et de se dire, ben là, on va être sur un chemin calme, on ne va pas pouvoir tirer grand-chose. Par contre, là, on est sur l'autoroute, et c'est une autoroute qui va vers la mer. Donc, si je ne la prends pas avant qu'elle arrive en mer, là, par contre, elle est perdue. Et tout le travail, justement, c'est de définir ces zones. Et la question suivante, c'est quelle quantité je peux prendre avant que ça pose problème. Alors, ça pose problème. Quand on est en zone côtière, si je pompe trop, je vais commencer à attirer l'eau de mer. Ce l'eau de mer, elle cherche à rentrer sous la terre. Il y a de l'eau de mer qui rentre sous Maurice. Sauf que pour 1 mètre d'eau douce au-dessus du niveau de la mer, le niveau de sel, il est à 40 mètres plus bas. Donc on est quand même assez relax. Sauf que si quand je pompe, mon 1 mètre, à force de pomper, il descend et il passe au niveau de 0, ben, le sel va remonter. C'est un équilibre physique très simple, c'est de la densité. C'est une question de rapport de densité. Donc ça, c'est un risque. L'autre risque, c'est si on dit que la goutte de pluie, elle part de là, elle va là. Si j'ai fini de la pomper ici, ben ça fait ça en moins pour les forages qui sont plus en bas. Donc tout ce que je prélève le plus en amont va venir affecter les forages qui sont en aval de cette position. Donc le positionnement de où est-ce qu'on extrait l'eau est important. Ensuite, ben, on va revenir sur la question des pertes d'eau, de la CWA qui perd en fait 2/3 de l'eau qui est extraite. Elle est perdue dans la circulation. Alors elle n'est pas perdue pour l'hydrogéologue que je suis, elle n'est pas perdue parce qu'elle retourne au système et il suffit qu'il y ait un autre forage un petit peu plus loin et on peut la repomper. C'est une perte sèche en termes de production, de traitement d'eau pour la CWA, mais in fine pour l'hydrogéologue, c'est pas un problème, elle est perdue que quand elle arrive en mer. Ouais. Donc toute l'idée serait d'avoir des batteries de forage empêchant l'eau d'aller en mer, de ne pas la perdre. Oui, donc ce qui m'interpelle, moi, c'est que c'est quand même assez stratégique par rapport à cette goutte d'eau qui va aller rejoindre la mer et à quel moment qu'on la consomme, qu'on la prélève. Est-ce qu'il y a une coordination au niveau des pompages de la CWA ou du secteur privé pour se dire, bon, ben, la nappe phréatique à ce niveau-là est à tel niveau, il faut qu'on ralentisse un peu le pompage ou tout le monde... Non, c'est régulé, il ne faut pas non plus croire que c'est le Far West. La CWA et la Water Resources Unit sont ceux garants justement que cet équilibre soit respecté, dans la mesure où ce sont eux qui délivrent les permis d'exploitation et définissent le volume maximal de pompage autorisé par forage. Qui est pas en fonction par jour. Par jour. Alors, il n'y a pas de saisonnalité actuellement dans les licences d'exploitation, mais effectivement, la CWA peut venir, par les lois qui ont été émises, demander aux opérateurs de réduire la voilure, si on veut, au cas où ils se rendent compte que... Si vous savez, en train de monter... Ou qu'il y ait des débits moindres en aval et que d'autres usagers s'en trouvent affectés. Ça, en tout cas, c'est le chapeau qu'ils ont et qui sont a priori amenés à respecter. Maintenant, l'approche est très souvent conservative, c'est-à-dire que la CWA en général préfère ne pas donner beaucoup et de limiter forcément les usagers. Est-ce qu'elle s'applique les mêmes règles à elle? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, au niveau des opérateurs privés, quand un opérateur demande 400, en général, on lui autorise que 200. Juste pour donner une idée, et après, il se débrouille avec ces 200. Donc, ce que je comprends, tes capacités de recherche et ta compréhension de la géologie du pays te permet de savoir où se trouve le chemin le plus court, où se trouve l'eau, avec plus de probabilité. Et là, on intervient, on fouille et on voit si y a le débit escompté. Et c'est ce qu'on appelle un puits de forage, un borehole. Et du coup, ce prélèvement-là va
rentrer dans le système, dans le réseau de la CWA, va rentrer dans, on va aller mettre de l'eau dans un réservoir. Comment, à partir du borehole, on va dans le réseau? Alors, on va différencier quand même les forages domestiques, donc qui appartiennent à la CWA, des forages industriels, des forages agricoles. Il y a des poultry farms où ils ont leur forage qui sert à donner à boire leurs poules, et l'utilisation elle est immédiate, locale, sur place. Et une autre usine aura besoin de tant de volume d'eau pour pouvoir effectuer sa production. Elle ne va pas sortir de ces premises-là. Donc, on va dire que les forages privés, pour la plupart, sont à utilisation directe locale. Les forages domestiques, eux, effectivement, soit ils rejoignent un réservoir qui est à proximité, soit ils sont injectés directement sur la ligne en fonction de la demande. Donc le forage va alimenter le réseau domestique. Ouais, en passant par le réservoir qui peut être en amont ou en aval du forage. Voilà. Ça, c'est le réseau même de la CWA, son réseau de distribution. Et en sachant qu'il y a aussi bien de l'eau de forage que de l'eau des réservoirs et des rivières qui vient alimenter. Donc quand Patricia Baden nous dit que d'ici un mois et demi, il n'y aura plus d'eau, c'est pas tout le monde n'aura plus d'eau. C'est ceux qui sont sur le réseau qui dépend plus des réservoirs qui va se retrouver sans eau. Celui qui se retrouve pas très loin d'un forage et qui est alimenté essentiellement directement par un forage, il n'y a aucune raison qu'il n'ait plus d'eau, parce que s'il est fourni par quelque chose qui a une plus grande inertie par rapport aux sécheresses. Toujours mon histoire de ça prend 2 ans pour arriver jusqu'à la mer. Effectivement, on va avoir l'effet d'une sécheresse, mais il ne va pas être immédiat, et il ne va pas être aussi dramatique et direct que pour une autre surface. Est-ce qu'on peut, on a bien compris les forages, comment l'eau circule sous la terre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment les réservoirs se remplissent d'eau? Qu'est-ce qui fait que comment c'est un catchment area? Voilà, c'est ça. C'est un point. En général, le réservoir est situé à un niveau d'un point bas géographique où convergent différents cours d'eau. Très souvent, un barrage a été fait sur une rivière existante et donc on capture le bassin versant qui se trouve en amont, qui peut être plus ou moins grand. Celui de la Marovaquois, il s'étend jusqu'à Parc au Cerf, de l'autre côté au niveau de Arnaudin, et une partie de Marlon. Ça se calcule, c'est assez simple du point de vue de la topographie même. Il faut toujours se mettre dans la peau de la goutte d'eau qui tombe, et où est-ce qu'elle va partir, dans quelle direction elle va partir. Elle va suivre la pente. Donc il suffit de suivre les pentes pour connaître la superficie d'un bassin versant. Donc il ne faut pas qu'une pluie tombe directement sur le réservoir. C'est tous les terrains qui sont autour qui vont contribuer au remplissage d'un réservoir. Donc l'importance des terrains autour de rester imperméable est cruciale pour le captage d'eau dans un réservoir. Oui, bien sûr. Et imperméable et qui ne soit pas prélevé aussi. C'est-à-dire que si on a des déviations sur les rivières qui sont supposées amener l'eau à la Marovaquois, ce sera tant en moins sur ce qui va contribuer. Je dis imperméable, c'est perméable. Non, si c'est perméable, ça va s'infiltrer. Oui, donc ça ne va pas contribuer. Donc effectivement, là où se trouvent les réservoirs, la plupart des cas sont dans les zones assez imperméables, qui favorisent le ruissellement et que ça concentre l'eau vers Parce que si c'est perméable, ça va passer à la limite sous le réservoir ou ça va partir. Le réservoir même peut être un panier PRC, déjà. Donc, sous le réservoir, on a des couches de basalte là. Pas forcément. Non, c'est de la terre. Qui est de la terre. On voit la Marovaquois à sec, on voit que c'est une espèce de terre ocre rouge qui est plutôt argileuse parce que justement la sédimentation est assez fine et du coup ça a un fond qui est plutôt imperméable. Mais il ne faut pas se leurrer. Il y a quand même une perdition au bas de la Marovaquois qui s'infiltre. En dessous de toutes les rivières de Maurice, il y a de l'eau qui s'infiltre. On ne la voit pas s'infiltrer, on ne voit pas le débit diminuer, mais il y a une portion, un ratio d'infiltration dans n'importe quel cours d'eau ou réservoir.
Et alors là, en saison sèche, on voit qu'il y a certaines rivières où il n'y a plus d'eau. Il y a certains ruisseaux dans la région ici. C'est quand cette balance entre ce qui s'écoule et ce qui s'infiltre devient le taux d'infiltration est supérieur à ce qui est en train de couler à un moment donné, tout s'infiltre. La rivière est l'eau ça reste une passoire. C'est une indication de cette nappe phréatique. Mais non, la rivière elle est en surface, elle n'a rien à voir avec la nappe phréatique. Typiquement, en moyenne, la surface d'équilibre de la nappe, la profondeur à laquelle elle se trouve, est en moyenne autour de 20 mètres à l'île Maurice. La plupart des forages, ils sont de 50 mètres de profondeur, 50-60 mètres, et donc ils tapent plus ou moins 30 à 40 mètres de nappe, et quand on pompe, ça fait descendre le niveau localement autour du forage, mais on est à 20 mètres de profondeur. Par contre, effectivement, la rivière, vu qu'il y a de l'infiltration, elle vient contribuer à la nappe. Tout le long de son cours, elle n'est pas forcément complètement imperméable, la rivière, et il y a de l'eau qui vient contribuer, et c'est une des sources principales de l'infiltration. C'est un des endroits où, oui, bien sûr. Comment il y a aussi cette question de la pollution de nos eaux. L'eau charrie plusieurs éléments, ça charrie des sédiments. On peut penser que si les eaux sont polluées en amont, cette pollution va être charriée dans tout le réseau. Et aujourd'hui, quelles sont un peu la compréhension de l'hydrogéologue que tu es par rapport aux risques de pollution qui existent dans notre pays? Alors, ce que j'ai observé, moi, sur les 10 dernières années, c'est que le plus important pic de pollution, et là on suit essentiellement tout ce qui s'appelle contamination fécale, enfin des septic tanks qui ne sont pas, ou les puits d'absorption, etc. Ça intervient en général au moment de la première grande pluie d'été. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet concentrateur. Tout le temps qu'il n'a pas plu, j'ai concentré beaucoup de polluants en surface, et une première grosse pluie vient laver tout ça. Et du coup, c'est typiquement là où on a le pic maximum de concentration en contamination. Et je pense que ça vaut pour tous les types de polluants. Là, c'est les physiques au niveau du fonctionnement hydraulique. Maintenant, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que globalement, la perméabilité des sols à Maurice est relativement haute. C'est pas... Il y a des endroits dans le monde où l'eau circule beaucoup plus lentement qu'à Maurice. Et du coup, notre pollution, notre pic de pollution va avoir tendance à être assez passager. Ça va passer quand même relativement vite. Donc un endroit qui est pollué peut être en quelques jours quelque part dépollué parce que la pollution s'est déplacée, le pic de pollution s'est déplacé, il va vers la mer, hein, mais parce qu'il y a de l'eau qui pousse derrière. Donc ce n'est pas des pollutions qui stagnent, il faut toujours garder en tête que c'est quelque chose de dynamique. Maintenant, c'est jamais bon, une pollution, et le tout c'est d'arriver à savoir quand est-ce qu'on fait face à cette pollution. Quand j'ai une grosse pluie, un cyclone, est-ce que c'est 2 jours, 3 jours, 10 jours, 15 jours, où il faut avoir une veille particulière? Tout ça c'est bâtir ce socle de connaissances qui permet de mieux comprendre le système, qui permet de répondre pertinemment à ces questions. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que l'intervalle d'une semaine correspond à ce que j'aurais tendance à penser qui serait le plus valide en termes de pic de pollution. C'est-à-dire une semaine sans grosse pluie, juste une grosse pluie, après la grosse pluie, pendant une semaine, l'eau souterraine a plus de chances d'être plus polluée que précédant la grosse pluie. Oui, donc la question c'est, est-ce que les polluants qui rentrent dans nos souterrains, j'ai envie des nappes phréatiques, c'est le contraire. Est-ce que ces polluants-là vont s'accrocher aux roches et est-ce qu'elles vont disséminer les agents polluants avec le temps, tout doucement? On pense peut-être aux métaux lourds, aux pesticides.
différents produits qui peuvent être relâchés en amont. Toutes sortes de réactions chimiques peuvent intervenir. Et effectivement, l'encroachment, comme on dit au niveau des roches, c'est une réalité pour une bonne partie des polluants, ceux qui sont persistants d'autant plus. Maintenant, on est dans un environnement qui reste quand même dynamique et qui est guidé par la circulation de l'eau. Donc, le polluant, il s'est retrouvé dans l'eau parce qu'il est hydrophile, parce qu'il va bien dans l'eau en général, et du coup, il va avoir tendance à circuler avec l'eau. Mais il va quand même prendre 2 ans pour traverser. Il va prendre 2 ans. C'est toute une question de concentration aussi. Donc si on n'arrête pas le polluant en amont, quelque part, il est présent. Voilà. Si j'ai une source en continu, c'est sûr que j'aurai un pic en continu. Ouais. Si c'est une source qui est ponctuelle, forcément, j'aurai un pic, et une fois que le pic est passé, j'aurai plus parce que la source n'est pas encore en train de polluer. Par contre, effectivement, tous les endroits où on a des septic tanks qui débordent dès que la nappe remonte un peu, parce qu'il y a certains endroits dans l'île où la nappe est très proche de la surface. Et il suffit d'une grosse pluie pour qu'on arrive au niveau des septic tanks et que tout ce qui est dans les septic tanks se retrouve dans la nappe. Ça, c'est dans le sillon urbain qui va de Kirklees jusqu'à Port-Louis, c'est une réalité. C'est une réalité que toute cette zone-là n'est pas encore connectée 100% ça qu'on appelle le McAlpine qui est en train de développer. Voilà, mais après, même les tuyauteries des eaux usées, des fois se retrouvent submergées par la nappe. Et du coup, on retrouve pendant des inondations des tuyaux de l'eau sale qui sortent des ménoles, parce que justement on a une pression de la nappe qui est en train de remonter. Est-ce qu'aujourd'hui tu sais s'il y a la Water Resource Management qui étudie les polluants de ces nappes phréatiques de nos eaux? Est-ce qu'il y a... Alors, au niveau de la CWA, il y a un laboratoire qui est assez performant et qui fait vraiment une grosse quantité d'analyses. Donc j'imagine que le traitement des eaux domestiques est fonction de ce que obtiennent les résultats. Maintenant, toute la question est la date d'échantillonnage, je veux dire le timing des échantillonnages. Comme je vous l'ai expliqué, si on a quelque chose qui est assez rapide, il est très possible que si j'ai fait l'échantillonnage juste avant et juste après le pic, je n'ai rien vu et passer comme une lettre à la poste. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre pour pouvoir agir avec discernement. Toute la question est là. Oui, donc tu as de l'eau qui est bue par la population et puis tu as de l'eau qui va dans les lagons. Et ces polluants-là, on imagine aussi dans les lagons, ont un impact négatif sur les coraux, les aéviers, les poissons et toute la vie marine. On ne récolte que en sortie, en bout de course, de ce qui a été traversé en chemin. Si notre île est dégueulasse et polluée de partout, je veux dire, ce n'est que la conséquence qu'on attaque derrière le milieu marin ou les mangroves derrière. Alors donc, suite à ce partage-là, toi aujourd'hui, par rapport à cette gestion d'eau, est-ce que tu sens que on est dans une dynamique qui permet de venir suggérer des nouvelles approches, ou est-ce qu'il y a une conversation qui est ouverte avec les autorités ou les gens qui comprennent avec les limites? On a compris que notre compréhension est limitée, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui un partage au niveau des gens qui savent et des gens qui prennent des décisions stratégiques pour le pays sur comment améliorer notre gestion d'eau? Est-ce que tu fais partie de cette réflexion-là, toi, ou tu connais des gens qui sont dans cette réflexion-là? Quelle est aujourd'hui un peu la réflexion stratégique par rapport à une meilleure gestion de l'eau à Maurice? Moi, aujourd'hui, je ne fais pas partie de ça. Je garde espoir qu'une telle plateforme puisse voir le jour, et pas seulement sur ma spécialité, mais je pense qu'il y a un niveau d'expertise à Maurice sur la plupart des sujets, et qu'on n'a plus autant besoin qu'auparavant de faire appel à des étrangers qui viennent pendant 2 semaines sur l'île et qui vont expliquer comment notre île fonctionne. Non, on a des ressources en local qui, à mon avis, pourraient être mobilisées beaucoup plus. Aujourd'hui, je garde espoir que ça se fasse, mais
je n'ai pas vu qu'on en prenait le chemin, qu'il y ait des assises de l'eau, des assises et qu'on fasse venir un petit peu un forum ouvert et que derrière il y ait un plan d'action qui soit préparé. Je pense que ça serait une initiative qui bénéficierait à tout le monde. Ça a peut-être été organisé dans le passé, après, voilà, il faut voir qu'est-ce qu'on en a fait et quel est le terme, vision de ces différentes politiques. Si on voudrait ne plus vivre la crise de fourniture d'eau qu'on est en train de subir actuellement, c'est un plan sur 15-20 ans dont on parle. C'est pas quelque chose avec un forage ou deux forages, forêt par-ci, qui... Non, il faut revoir l'architecture même de distribution de la CWA. Un exemple simple, la Marovaquois fournit de l'eau jusqu'à quel endroit dans Maurice? Est-ce que cet endroit-là pourrait pas être supplied par un forage à proximité plutôt que ça fasse 20 km dans les tuyaux qui sont fatigués et qu'on a perdu la moitié dedans? C'est-à-dire toute cette réflexion pour gagner en flexibilité et permettre de gérer, je pense que c'est le moment opportun en général quand on a ces crises pour pouvoir se poser les bonnes questions. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'à la prochaine pluie, on oublie ce problème jusqu'à l'année prochaine, qu'on retrouvera la même situation, on viendra me poser les mêmes questions et je donnerai les mêmes réponses, sauf que le temps passe et il n'y a peut-être pas assez de choses qui sont faites, surtout avec une vision quand même un peu plus à long terme. Puis tu parlais de la carte qui a été faite par l'hydrologue Loïc, je veux dire son nom. Loïc Georgie. En 98, c'est ça? Est-ce que cette carte-là, aujourd'hui en 2025, est-ce que cette carte-là, qu'est-ce qu'elle montre? Elle vient, moi, de ce que ma connexion à cette carte-là est à travers les EIA reports pour des fois qu'on est appelé à commenter dans des process de projet. Et on voit effectivement cette carte-là qui est présente souvent dans les EIA reports. Et moi, je comprends bien qu'il y a que ce géologue-là hydrogéologue, a pu comprendre jusqu'où va ce biseau salé. Dans la carte nous montre ça, mais qu'est-ce qu'elle nous montre d'autre, cette carte-là? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette carte-là? C'est quoi sa spécificité et en quoi il faudrait la réactualiser? Voilà, en fait, c'est une base de départ. Il faut comprendre que Loïc a travaillé sur Maurice pendant 5-6 ans. Donc c'est le fruit de son travail pendant 5-6 ans avec une campagne de forage qui avait été effectuée à l'époque, d'exploration pour comprendre, et à partir justement des résultats qu'il a obtenus de ces différents forages, il a mis certaines hypothèses sur papier. C'est quelque chose qui doit tout le temps être vu. Rajouter des connaissances nouvelles et venir affiner certaines choses. C'est une compilation un peu de la compréhension. Voilà, mais c'est une compilation qui date de 1999. Aujourd'hui, on est en 2025, on a foré, je ne sais pas, peut-être 400 forages de plus qui étaient disponibles à cette époque-là. Donc on est en capacité d'aller plus loin que les conclusions que Loïc avait sorties en 99. Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on va dans ce sens? Je ne suis pas sûr. Je sais que par exemple, la Water Resources Unit a pu bénéficier il y a 5-6 ans de cela, c'était avant le Covid, d'une modélisation de l'aquifère numéro 1, c'est-à-dire de Cure-Pipe direction Fic-en-Flac, qui avait été réalisé par celui qui a corrigé mon doctorat. Donc, mon rapporteur de thèse, le professeur Olivier Banton de l'Université d'Avignon, qui est venu à Maurice plusieurs missions, récupérer les données de la WRU et leur a montré comment exploiter ça, a bâti un modèle numérique qui reste perfectible, mais il a formé des gens à cette époque-là, à la Water Resources Unit. Je n'ai rien vu être produit depuis. Je sais que ce travail-là a été fait, mais il n'a jamais été publié. Et la Water Resources Unit a choisi de garder pour eux, j'espère comme un outil décisionnel, mais ça reste encore assez hermétique. Donc toute la question pour moi c'est ça, je veux dire, on a des choses chacun de notre côté, l'Irrigation Authority a des données,
les bois et forêts ont des données, la Water Resources Unit, la CWA, chacun, mais la mise en commun, à mon sens, elle est vraiment parcellaire. Elle n'intervient que dans certains cas spécifiques, que les projets y alliés, parfois, aident, contribuent à forcer ces gens à travailler ensemble pour aborder certains sujets, sinon ils ne le feraient pas. Donc il y a quand même du bon à ces projets y alliés, c'est que ça force quelque part certaines questions à être posées et à devoir y répondre. Et devoir y répondre, bah, c'est se plonger dans les données de ce qu'on a pour pouvoir répondre à certaines questions. Donc c'est quelque part une bonne chose. Enfin, ce qu'on comprend aussi là, avec la nouvelle équipe dirigeante, c'est qu'il y a un désir de mettre dans le domaine public les études qui ont été faites par l'Engineering Authority, le DEM, Digital Elevation Model. On comprend aussi qu'ils ont le désir de mettre un Right to Information Act en place. Ce sont des bonnes initiatives, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens et on demande que ça se fasse sérieusement et rapidement. Après, je comprends qu'il y ait des choses stratégiques qui ne peuvent pas être divulguées, mais voilà, les données de pluie, on va pas faire des si on avec. veut que l'université... C'est ça. Alors non, l'université peut obtenir certaines informations. Je pense qu'il y a des MOU, des coopérations qui existent entre l'université et certains organismes d'État. Mais après, c'est de renforcer, de donner vraiment des roadmaps à couvrir telle ou telle expertise, telle ou telle étude qui doit être coordonnée. En fait, le tout, c'est chacun travaille de son côté. On ne va jamais arriver à mettre ensemble les choses qui doivent être mises ensemble pour avoir une synthèse, une compréhension. Ça restera parcellaire. Moi, aujourd'hui, de par mon travail, je ne fais qu'une succession d'études parcellaires. J'essaie malgré tout d'avoir l'esprit synthétique sur l'ensemble, mais ça ne tient qu'à moi. C'est pas naturel. Et c'est ça, en fait, ce qui va manquer. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses. Il y a des talents, il y a des expertises, il y a des connaissances. Le tout, c'est d'arriver à mettre ça ensemble et d'arriver à produire quelque chose qui soit utile à l'aide à la décision. Je pense qu'on en est là. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut finir dessus. Je crois que tu as bien résumé les prochaines étapes cruciales pour qu'on puisse améliorer la gestion de cette eau qui est si importante pour nos sociétés aujourd'hui. Et écoute, moi, ça a été un plaisir en tout cas d'être intervenu dans votre premier numéro de ce format. Et je suis convaincu que ce genre d'initiative contribuera à ce que cet appel puisse être porté au plus haut, là où il faut, et sur tous les domaines. Vraiment sur tous les domaines qui concernent les Mauriciens, sur les notions d'urbanisme, de planning, de toutes sortes de choses qui méritent qu'au final, tout un chacun s'interroge sur qu'est-ce qu'on est en train de faire de notre île. Ouais. Merci beaucoup. Nous, on va essayer de continuer avec ça et on vous dira bientôt qui sera notre prochain invité. À bientôt. À bientôt.